Avec vous, nous sommes ensemble pour le 10h midi pour commenter l'actualité entre 11h et midi. Aujourd'hui, Frédéric Dabi, bonjour. Bonjour Frédéric. Il arrive, directeur général adjoint de l'IFOP. Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Alexia? Très bien, ravie de vous retrouver Valérie. Et bon, bien moi aussi. Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise, vous dirigez AB Consulting, bonjour. Najwa El Haïté, docteur en droit, vice-présidente de Territoire de Progrès, vous avez publié Laïcité et République chez l'Harmattan, bonjour Najwa. Bonjour Valérie. Bonjour, vous allez bien aussi? Oui, ça va, ravi également d'être à vos côtés. Voilà, et Frédéric Dabi qui nous a rejoint. Ça y est, Frédéric? Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous. Voilà. Ravi de vous entendre, ma chère Valérie. Eh ben, nous aussi, moi aussi, ravi d'être avec vous. Nos auditeurs ont également la parole, 0826 300 300. Est-ce que vous avez regardé le Premier ministre hier soir? Qu'en avez-vous pensé? On a eu une auditrice ce matin, qui n'était pas tout à fait convaincue. Un autre auditeur qui nous dit qu'il a arrêté de regarder quand il a vu que le Premier ministre ne répondait pas aux questions. Bref, on va revenir sur tout ça. On va parler de l'ISF. Faut-il le rétablir? Qui va payer la facture? Les assurances, où sont-elles? Parler de déconfinement. Je sais qu'on en a beaucoup parlé hier, mais moi je suis assez en colère toujours sur ce mot de déconfinement en ce moment. Et puis donc la stratégie de communication du Premier ministre, de transparence, d'une forme de dire je ne sais pas. Bref, on va parler de tout ça avec vous. Qui veut commencer? Peut-être Najwa, c'est vous aviez un coup de cœur. Oui, aujourd'hui j'ai un coup de cœur. Donc mon coup de cœur va aux chauffeurs routiers. Souvenez-vous, 3 syndicats de chauffeurs routiers ont appelé les chauffeurs professionnels à exercer leur droit de retrait il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et on constate aujourd'hui que le mouvement est peu suivi pour le moment. Ouais. Car, et vous le rappeliez justement Valérie, malgré des conditions de travail déplorables, les chauffeurs professionnels n'ont pas utilisé aujourd'hui leur droit de retrait, et ce, par conscience professionnelle. D'ailleurs, l'un d'entre eux, je lisais, disait que dans cette situation difficile, nous prenons nos responsabilités, car ils savent qu'ils sont le dernier maillon avant la distribution des produits dans les supermarchés. Ouais. Donc là encore, un secteur essentiel pour la poursuite de notre économie, mais également l'approvisionnement des produits alimentaires et de première nécessité. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment les mettre en lumière. D'accord, ben on peut, oui, absolument. Il y a beaucoup de professions comme ça qui assument leurs responsabilités. Hier, j'entendrai André Berkoff qui avait un coup de gueule sur la Poste. Moi, j'avais fait remarquer également que ça fonctionnait pas bien. Alors, c'est toujours compliqué de reprocher à des gens de ne pas travailler, mais c'est vrai qu'à la Poste, je crois qu'on en est à 40% de droits de retrait, plus que dans beaucoup d'autres secteurs. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce chiffre-là, parce que c'est un service qui... alors évidemment, vous allez me dire, vous avez qu'à y aller, vous distribuez le courrier. C'est pas la question. La question, c'est de savoir pourquoi il y a des services qui fonctionnent, pourquoi il y a des gens qui y vont. Alors si vous êtes facteur, si vous travaillez à la Poste, dites-nous, je sais pas si quelqu'un veut réagir à ça. Moi, par rapport à ça, comme vous le disiez, Valérie, c'est un service public. Donc, on demande à un service public une certaine continuité. Et donc, c'est pas normal. Moi-même, j'ai été comme d'autres, victime du fait que la distribution de courrier n'est pas assurée. J'attendais même un colis, même dans un cadre professionnel ou personnel. Et donc, je trouve ça un peu aberrant. On attend d'un service public, de la continuité. Donc, heureusement, j'ai appris dernièrement qu'il y a des milliers de personnes qui se sont portées volontaires. Absolument. Mais aussi, suite à la convocation, je crois c'était hier ou avant-hier à Matignon, les bureaux de poste vont réouvrir prochainement pour la distribution de colis et puis Et puis pour ceux qui ont besoin, pour leurs livrets qui sont payés, qui ont leur compte à la Poste, c'est vrai que c'était très très compliqué. Une réaction des uns et des autres? Oui, parce que c'est particulièrement important dans la chaîne économique, bien évidemment, de continuer d'avoir ce service public totalement assuré. Vous l'avez mentionné pour les aides sociales, Valérie.
Il y a de très nombreux Français qui viennent percevoir directement leur aide sociale en début de mois, et donc c'était particulièrement anormal que ce service public ne soit pas assuré de façon pérenne, ce qui a fait d'ailleurs, je crois, la remarque du Premier ministre auprès du directeur de la Poste qui a été invité à s'expliquer. Oui, il a admis une erreur et il s'est engagé à prendre des mesures pour maintenir les services. C'est vrai que dans certaines zones rurales, les gens sont totalement isolés, et il faut rappeler qu'en France, il y a encore des zones blanches, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas Internet, qui se retrouvent sans courrier. Donc on pense à ces gens-là. Donc il y a 3000 personnes effectivement que la Poste va mobiliser pour que ça fonctionne. Voilà. Bon, refermons cette parenthèse, mais vous avez un coup de cœur, vous avez eu raison, Najwa, de ce coup de cœur. Alexia Germont, c'est également un coup de cœur d'une certaine manière, ou un coup de gueule, c'est les deux? Oui, alors c'est un coup de gueule qui se transforme, une fois n'est pas coutume, en coup de cœur. Comme c'est le printemps, je vais vous parler de semis et de plants, parce que le coup de gueule initial, c'était bien sûr le décret du 24 mars dernier qui a indiqué que les horticulteurs et les pépiniéristes ne faisaient pas partie en fait des commerces dits essentiels, donc sujets à ouverture, qui avaient le droit de poursuivre leur activité. Et ça, il m'a semblé que c'était une méconnaissance absolument totale de la ruralité, parce que tout simplement, c'est une activité nourricière pour beaucoup de familles, et surtout pour beaucoup de retraités qui cultivent leur petit jardin, et pour qui c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, le flou était d'autant plus entretenu que vous aviez toutes les jardineries qui étaient fermées, sauf celles qui avaient un rayon pour les chiens, les chats et les oiseaux, pour pouvoir continuer de leur donner leur nourriture, bien évidemment. Et c'est là où ça se transforme en coup de gueule, parce qu'il y a eu en vrai coup de gueule, oui, parce qu'il y a eu une véritable bronca, y compris sur Twitter, y compris sur des plateformes de pétition en ligne. Et là, pour le coup, coup de cœur, parce qu'on voit des préfets qui prennent des arrêtés, tout en rappelant les règles, bien sûr, de distanciation, mais qui précisent que les plants de légumes sont des biens de première nécessité. Absolument. Parce que ça va donner lieu, notamment, j'ai vu qu'il y avait le Lot, la Dordogne, la Vienne, la Vendée, le Pas-de-Calais, Charente, Haute-Vienne. Vous voyez, au fur et à mesure, dans les dernières 24 heures, ça y est, les préfets commencent à lâcher du lest. Et ça me fait dire que finalement, face à une aberration qui était le manque à gagner pour les jardineries, et puis le gâchis total, on se retrouve avec la société civile qui a été capable de faire bouger le pouvoir réglementaire. Et ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc c'est un vrai coup de cœur. Oui, ce matin, on avait dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Minibus, justement, je crois que c'est le président de la filière horticole qui expliquait que c'était en plus, pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit bout de jardin, une activité plutôt sympa et de détente pour les gens. Donc, puissent certaines, dans évidemment les meilleures conditions, puissent certaines jardineries rouvrir, effectivement. Et ça rythme le temps. Absolument. Exactement. Alors, Alexis Bachelet. Oui. Valérie. Oui, vous aviez un coup de cœur, un coup de gueule? Un coup de cœur. Vous dormez? Non, pas du tout. J'écoute, j'écoute attentivement, religieusement même. Non, simplement un coup de cœur ce matin, parce que l'actualité, elle est celle qu'on connaît depuis maintenant plusieurs semaines. Donc peut-être attirer l'attention sur les chaînes de solidarité qui se sont créées. On parlait aussi de l'intervention de la société civile, de manière un tout petit peu spontanée. Et je pense en particulier parce que j'ai vu que ça avait pris une proportion assez impressionnante via les réseaux sociaux, c'est-à-dire les chaînes de solidarité autour des soignants, pour leur faciliter la vie, notamment leur apporter des repas directement sur leur lieu de travail et les accompagner les décharger de certaines tâches logistiques ou leur faciliter la vie alors qu'ils sont en première ligne et confrontés à la situation sanitaire que nous connaissons. Donc montrer aussi que de manière assez spontanée, c'est des choses qui ne sont pas forcément prévues, parce que la chaîne logistique, elle est, je dirais que chacun est responsable de son alimentation et de son approvisionnement.
Donc c'est vrai que quand on est à l'hôpital, quand on est pris dans des journées de travail extrêmement longues, parfois en horaire décalé, c'est pas facile de se ravitailler. Et donc j'ai vu qu'il y avait des associations ou des collectifs qui, dans beaucoup de communes, en particulier il y a des hôpitaux, c'est le cas dans ma commune à Colombes, on a un hôpital important, et j'ai vu qu'il y avait une chaîne de solidarité qui se créait pour faciliter la vie des soignants et les ravitailler, et y compris jusqu'à l'hôpital. Donc leur apporter les premières nécessités, les denrées de première nécessité. Donc je trouve ça plutôt salutaire, et je tenais à saluer ces initiatives. Je sais qu'il y en a un peu partout en France. Oui, mais il y a beaucoup aussi de parties. C'est quoi? C'est un chat qu'on entend? C'est votre fils? Qu'est-ce qu'on entend? Ah, c'est pas chez vous? Ah bon, alors il y a quelqu'un qui a dû. Je sais pas chez qui c'est, mais on entend des petits bruits. C'est pas chez moi non plus. Je soupçonne Frédéric. C'est pas chez moi non plus. Et moi, je déteste les animaux, donc je déteste les animaux de compagnie, donc c'est pas chez moi, c'est promis, Valérie. Bon, c'est Alexia alors, voilà. Alexis, vous avez raison, et puis il y a aussi des initiatives dans des immeubles où il y a eu, alors on a vu cet aspect négatif de gens qui mettaient des petits mots aux soignants en disant dégagez, vous allez nous contaminer, mais beaucoup d'autres qui ont proposé et qui livrent des courses, qui préparent des plats à tous les soignants quand ils habitent dans certains immeubles. Frédéric Dabi, vous, c'est un coup de cœur? Oui, Valérie, c'est un coup de cœur pour un patron de supérette en Loire-Atlantique qui a décidé d'abord de verser une prime de 500 euros à chacun. C'est le télétravail, hein. Je ne sais pas chez qui ça sonne. Oui, c'est quand même plus sympa dans votre studio, ma chère Valérie, mais bon, voilà, c'est le confinement. Oui. Donc, il a d'abord versé une prime de 500 euros à chacun de ses 6 employés. C'est un patron qui sa supérette, votre marché se trouve à Pouliguen dans le Loire-Atlantique, et il a décidé de doubler le salaire de ses 6 employés pour les remercier de leur investissement, parce que son établissement, la fréquentation explose. Alors, je vais pas seulement féliciter ce patron. Il y aura d'aucuns diront c'est un geste de communication, c'est un geste bienvenu parce que le magasin a vu sa fréquentation exploser. Mais surtout, c'est intéressant de voir, Valérie, comme cette crise du coronavirus est révélatrice des maux de notre société, notamment des salaires trop faibles que touchent les infirmiers, les aides-soignantes, les conditions de travail pour ces fameuses caissières ou hôtes de caisse. Ça me rappelle un peu le livre de Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, qui racontait les conditions de travail innommables des femmes de chambre. Et ça me rappelle aussi, voilà, des femmes de ménage et des femmes de chambre. Et ça rappelle aussi le fait que les Français sont absolument révoltés par le travail qui paye mal. Dans notre enquête, fait 1 an après la crise des Gilets jaunes pour Marianne, qu'on avait relayée ensemble, Valérie, qui s'appelle Les raisons de la colère, qu'est-ce qui énerve ou met en colère le plus les Français? Les 2 premiers items sont vraiment révélateurs de ce que l'on vit aujourd'hui dans cette crise du coronavirus. Premièrement, à 90%, c'était la situation de crise que connaissent des institutions comme l'école ou l'hôpital. Deuxième sujet, le fait que de nombreux salariés ne parviennent pas à boucler leur fin de mois. Et dans ces fameux salariés pour qui la fin de mois commence le 10, le 11 ou le 15, il y a ces caissiers et ces caissières. Donc bravo à ce patron, mais une fois de plus, cette crise révèle des inégalités et des situations particulièrement compliquées. Merci de cet éclairage, Frédéric Dabi. On se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de l'intervention du Premier ministre hier qui a été suivie par plus de 8 millions de personnes. On va parler du bac également avec les annonces de Jean-Michel Blanquer et puis aussi d'autres formes de solidarité. Et puis toujours c'est les masques qui n'arrivent pas. On y revient avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est ensemble pour commenter l'actualité. On vient d'apprendre donc que le bac et le brevet seraient validés avec le contrôle continu. C'est une annonce de Jean-Michel Blanquer qui vient de faire à l'instant. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions? Qui veut commencer? Qui veut réagir? Moi, j'ai envie de réagir d'abord pour dire que c'est un symbole incroyable Alexis. qui montre... Frédéric Dabi, pardon. Oui, je disais que c'est un symbole incroyable qui montre à quel point on est dans une crise inouïe et jamais vue, puisque même en 68, le bac avait eu lieu sous forme d'examen oral
et pas d'épreuve écrite. Là, le fait que le bac, le RIC initiatique, qui est quand même quelque chose de très important, dont tout le monde se souvient longtemps après l'avoir passé, ça montre à quel point la période est absolument inédite, inouïe, et que voilà, les décisions prises. Alors pour les sportifs, c'est l'annulation de Wimbledon, et pour les parents et les bacheliers, c'est ce qui vient d'être annoncé par le ministre Jean-Michel Blanquer. Absolument. Najwa? Moi, je dirais une situation inédite, réponse inédite par rapport au bac et au brevet. Et puis, franchement, on s'imagine mal des salles d'examen remplies de jeunes élèves, pour passer le baccalauréat. On parle de la difficulté concernant le déconfinement. Je vois pas je crois que le bac c'est en juin, juillet, donc c'est demain, faut le dire. Je vois pas comment un tel examen aurait pu s'organiser. Donc le contrôle continu, pour moi, ça semblait tout à fait logique. Ça semblait assez évident. Alors ils y ont cru, je pense. Ils ont cru que c'était possible de le tenir, puisqu'il avait dit que le bac se tiendrait de façon normale. Mais ça paraît compliqué. Alexis Bachelet? Ça paraît compliqué pour des raisons qui sont assez évidente, c'est que il faut, pour organiser une épreuve, que ce soit le bac d'ailleurs ou autre chose, une mobilité des personnes, réouvrir des lieux et donc recréer exactement l'inverse de la situation actuelle, c'est-à-dire de l'anti-confinement. Donc à partir du moment où on a tous compris que le confinement allait être levé par étapes progressivement et probablement pas rapidement, donc, et que même quand il y aura des premières mesures de déconfinement, ça sera peut-être par région, peut-être par tranche d'âge, enfin on n'en sait rien, et puis probablement même qu'il y a des lieux qui resteront fermés, et probablement les écoles, puisqu'il est question aussi que la rentrée soit reportée au mois de septembre. Donc à partir de ce moment-là, vous avez bien compris pourquoi c'est impossible de tenir des épreuves du bac, et pourquoi le ministre a travaillé avec ses équipes, j'imagine, sur une solution alternative qui permette quand même aux élèves d'obtenir la validation de leur diplôme. Bon, par ailleurs, il faut se rappeler aussi, c'est un peu ironique, mais c'est comme ça, que la réforme du bac avait introduit plus de contrôle continu. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc j'ai envie de dire que là, on va carrément au bout de l'expérience. Qui a été voilà, exactement, dans des conditions de crise qui amènent à une forme d'accélération et d'aller au contrôle continu total, alors qu'il en était déjà fortement question dans la réforme du bac. Alors, précision, les élèves qui ont entre 8 et 10 au contrôle continu passeront les euros de rattrapage début juillet. Ceux qui ont moins de 8 pourront, sur décision d'un jury, repasser un bac 2020 de rattrapage en septembre prochain. Donc voilà, après la question qui se pose, c'est que va valoir ce bac, Alexia Germont? Oui, alors du point de vue quand même des collégiens et des lycéens concernés, c'est une bonne nouvelle, quelle que soit la nouvelle d'ailleurs pour eux, c'est qu'au moins maintenant ils savent. Et je crois que ce qui avait été compliqué pour eux dans ce début de confinement, sachant qu'ils n'ont pas l'habitude forcément non plus à ce niveau d'études-là d'être totalement autonomes, c'est en plus d'être un peu laissés à eux-mêmes, même s'ils sont encadrés par les professeurs, c'était de ne pas savoir de quelle façon ils allaient passer leurs examens. Donc déjà maintenant ils savent. Je rajouterais à ce qui a été dit quand même que peut-être que le gouvernement a gardé en tête l'expérience aussi du premier tour des municipales et que par un parallélisme des formes, se dire qu'ils allaient finalement tenter le tout pour le tout dans une logique de déconfinement progressif, en plus mettre des jeunes élèves les uns à côté des autres, même s'il y a une distanciation sociale évidente, je pense que le premier tour des municipales leur a servi de leçon. Et enfin, dernier point qu'on n'a pas abordé jusque-là, mais quelque part, c'est aussi un coût qui sera différent et que dès lors que nous sommes... Alors, c'est évidemment pas pour ça qu'ils l'ont fait, bien évidemment, mais c'est juste pour mettre en perspective. On dit que le coût réel du bac, c'est plus de l'ordre de 1,2 milliard à 1,5 milliard pour l'organisation de l'ensemble des épreuves. C'est à mettre en regard des 300 milliards d'euros qui ont été annoncés dans le plan de relance.
On a Kevin Bossuet qui participe régulièrement à l'émission, qui a tweeté hier: tous ces gens qui se demandent si cette année le bac vaudra quelque chose me font beaucoup rire. Ça fait des années que le bac ne vaut plus rien et n'est absolument plus révélateur du niveau scolaire de celui qui l'obtient. Voilà, donc ça c'est dit et c'est une chose qui est remise en place. On a un auditeur qui nous dit qu'on comparait mai 68 et l'épidémie de Covid qui a fait plus de 500 morts pour parler du bac. C'est pas ça, ce sont des situations exceptionnelles. Évidemment qu'on ne compare pas les deux événements. Frédéric. Merci Valérie de le dire, ça allait de soi, mais pas pour cet auditeur. Non, c'est donc important de le préciser. Une autre réaction sur cette décision ? Non, on a tout dit sur le bac, voilà. Bon, on va envoyer la pub, comme on me dit dans l'oreillette, et puis on se retrouve. On va reparler de ce qu'a dit le Premier ministre hier. Puis je voulais qu'on parle également de ces masques et de ces tests qui visiblement n'arrivent pas pour des raisons un petit peu obscures. On y revient dans un instant. Alors on va reparler du Premier ministre évidemment et de son intervention hier au journal de TF1, enfin sur TF1 pendant un bon moment. Je voudrais moi revenir sur le déconfinement. On y a passé beaucoup de temps hier. Moi j'étais assez en colère, j'étais un petit peu énervée. Maintenant je suis en colère parce que ce mot de déconfinement a vraiment suscité des comportements hier et on a pu le voir. On était un peu seul contre tous hier dans le débat avec Jacques Miard parce que ce mot de déconfinement a amené visiblement des comportements, je ne sais pas si vous, auditeurs de Sud Radio, l'avez observé, mais des comportements un petit peu différents. Beaucoup plus de monde dans les rues, beaucoup plus de voitures. J'ai pu voir ça sur Facebook de différents intervenants dans différentes régions. Donc est-ce que c'est vraiment le moment de parler du déconfinement, même si évidemment le gouvernement doit s'en préoccuper, réussir le déconfinement puisque le confinement n'avait pas été très réussi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les uns et les autres ? Qui veut intervenir ? Oui, Alexia. Alexia ? Oui, je ne crois pas que ça soit simplement pour bien organiser les choses que le gouvernement en parle dès maintenant. C'est surtout parce que il faut aussi qu'on arrive à gérer psychologiquement la capacité de tout un chacun à se projeter vers une sortie. C'est-à-dire qu'on peut accepter d'être confiné pour un temps très long, parce que la réalité, c'est certainement que ce sera toujours plus long qu'anticipé, mais c'était pour commencer à mettre dans l'esprit des gens qu'il y aura un moment où on verra le bout du tunnel. Et c'est peut-être pour ça que le gouvernement a pensé pouvoir parler de déconfinement tout en expliquant, parce que là encore la sémantique est quand même très importante, que c'était redoutablement complexe. Et très vite, le Premier ministre a mis en lumière finalement cette équation à plusieurs variables qui font que tout ça est pratiquement très compliqué finalement à imaginer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous devez à la fois mettre la progression de l'épidémie, qui est une inconnue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est sur ce fameux plateau ou pas. Vous devez combiner ça finalement avec le degré d'immunité des Français. Or, pour faire cela, il faut que nous ayons les tests sérologiques. Et puis, avec la possibilité d'introduire, et c'est pas du tout parce que je le mentionne que j'y serais favorable, mais toutes les technologies mobiles, notamment de tracking, même sur une base volontaire, qui viendraient bien sûr modifier l'équation, puisqu'on rajouterait une variable complémentaire. Et à tout ça, vous devez en plus, en toile de fond, garder deux choses. D'abord, le fait qu'on devra, de toute façon, même si on est déconfiné progressivement, on devra maintenir sur la durée une hygiène de vie. C'est-à-dire que nous n'avons aujourd'hui aucune visibilité sur le fait que à l'hiver prochain, ça ne soit pas quelque chose que l'on soit capable de maîtriser. Et donc, dans la durée, on doit se projeter de cette façon-là, avec le dernier point qui est la capacité, ça reboucle sur ce que vous disiez Valérie, mais la capacité des Français à respecter des règles établies, ça c'est le premier point, et des règles établies qui soient différentes les uns pour les autres. Ça, c'est encore une inconnue.
parler de déconfinement et on a un auditeur qui dit vous avez raison, plus de monde dans les rues. Bon, faut pas oublier que c'est vrai que c'est le début du mois, les courses, etc. Mais je vois la fédération hospitalière hier qui a dit plutôt que de parler de déconfinement, aidez-nous à faire face. On voit qu'il y a un problème aujourd'hui avec les tests. Alors on nous parle de tests, sauf que les tests ne sont pas là. On ne répond pas. Ce matin, il y avait un papier dans le Point qui nous expliquait qu'effectivement il y avait un problème d'agrément des laboratoires de biologie médicale qui sont capables de réaliser 300 000 tests par semaine. Ils ont tous écrit aux autorités, toujours pas de réponse. Les services d'Olivier Véran répondent c'est à l'étude, nous avons des normes réglementaires à respecter. Un médecin m'a raconté avoir demandé un test, il n'y a plus de réactifs pour faire les tests, donc on nous raconte n'importe quoi aussi par moment. Oui, mais alors, Valérie, Frédéric Dabi. Ou non, c'est qui est-ce qui parle? C'est Alexis? Non, c'est Alexis. Bon, bah, ça tombe bien, je voulais poser une question à Frédéric Dabi, mais du coup, je vais faire intervenir. Intuitivement, moi, j'étais un petit peu comme Valérie, c'est-à-dire que quand j'ai entendu parler d'un débat sur le déconfinement, j'ai trouvé ça un tout petit peu dissonant par rapport au moment que nous vivons, puisque nous pensons que nous n'avons pas encore atteint le pic épidémique. Donc le message qui est quand même maintenant envoyé, répété, c'est restez chez vous. Et c'est plus on avance, plus on a avancé dans les jours depuis ces dernières semaines, plus on insistait sur la nécessité pour empêcher la propagation et casser la progression du virus de limiter au maximum les déplacements. Bon. Et au moment où on semble avoir atteint un certain degré de respect du confinement, on nous parle de déconfinement. Donc moi, je trouve que c'est un tout petit peu étrange par rapport au moment où nous sommes. C'est encore une fois, si on était en phase de décrue de l'épidémie, si on savait qu'il y a moins d'infections et qu'on était... Or, on nous annonce que le pic serait lundi prochain ou la semaine prochaine. Donc ça veut dire qu'il faut encore rester confiné au maximum. C'est bien ça que moi j'entends. Et donc, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du gouvernement, du président de la République ou d'Édouard Philippe pour faire cette communication-là? Après, il y a plusieurs options. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des enquêtes d'opinion qui montrent que les Français sont anxieux, que la durée du confinement provoque aussi peut-être des inquiétudes, que, semble-t-il, dans la gestion de la crise sanitaire, dans les enquêtes d'opinion, dans certaines enquêtes d'opinion, la confiance des Français dans l'exécutif a reculé. Et donc, est-ce qu'ils se sont dit, il faut qu'on se redonne un petit peu d'oxygène là et qu'on rassure les Français, donc on va leur parler de déconfinement. Comme ça, en donnant une perspective, psychologiquement et politiquement, on va récupérer un petit peu je ne sais pas, j'avoue que je suis assez perplexe. J'espère que c'est pas ça, parce que ça serait assez cynique en fait. Je vais essayer de répondre à Alexis. C'est vrai, je partage ce que dit Alexis et ce que vous dites Valérie. C'est étrange d'être dans une logique de démobilisation en se projetant sur l'après-guerre, si je puis dire. On ne parle pas de la bataille de Berlin quand on est en train de se battre à Stalingrad, si je puis me permettre. Maintenant, c'est vrai que ça va aussi entrer dans... ça peut troubler l'opinion publique dans un contexte où, effectivement, c'est pas un sondage pour le gouvernement, c'est une enquête, notre enquête hebdomadaire, IFOP fiduciale pour CNews et Sud Radio. Les Français restent très inquiets face au coronavirus, 82%, même si la part des tout à fait inquiets reflue, tout se passe comme si on avait intériorisé ce confinement. Et c'est vrai que, alors que les Français sont moins sévères sur l'action du gouvernement, pour la première fois, la confiance dans le gouvernement a remonté. L'idée qu'il donne les moyens aux professionnels et aux infrastructures progresse, même si ça reste très minoritaire. On est passé de 34 à 37%. Le seul indicateur, Alexis et Valérie, qui se dégrade, c'est l'idée que le gouvernement a communiqué de manière claire. Moins 2 points en une semaine, moins 15 points depuis le 15 mars. C'est ça, c'est ces injonctions contradictoires. Les 70 ans et plus doivent rester chez eux, mais dans la même phrase, il faut aller voter le lendemain. Restez chez vous, mais vous pouvez aller aider pour travailler, même s'il faut travailler pour ceux qui le peuvent. Restez chez vous, mais il faut aider à la récolte dans les champs. Et là, c'est vrai que, alors que le confinement doit être massif dans la mesure où on arrive au pic de l'épidémie, se projeter dans le déconfinement peut être vu comme la petite lumière au bout du tunnel, mais ça peut aussi créer un trouble, et on le voit dans notre enquête qui a été réalisée le 1er et le 2 avril, au moment où on a commencé à parler du déconfinement.
elle est encourageante pour le gouvernement. Les indicateurs s'améliorent. Comment c'est possible? L'idée de la communication claire. Oui, mais comment c'est possible? Il y a quand même une contradiction dans ce sondage, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois la confiance, mais en même temps, on comprend pas ce qu'ils nous disent. J'ai un petit peu. Qui est-ce qui Najwa? Moi, par rapport à ça, je rejoins Alexia, c'est-à-dire qu'il y a un volet psychologique qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment psychologiquement gérer les choses. Et Alexia le disait, se projeter sur une sortie à moyen ou à long terme. Et puis, j'allais ajouter d'autres choses, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas rater ce déconfinement. Oui, mais on n'y est pas encore. Je veux dire, les Français ne sont pas des imbéciles. Et je pense c'est un sentiment, qu'un langage de vérité et de dire, comme l'avait dit d'ailleurs le Premier ministre, ça va être long, est un langage qui peut être compris. On nous demande, la fédération hospitalière, les médecins ne cessent de nous dire restez chez vous. Et là, on est en train de leur dire, vous allez peut-être pouvoir sortir bientôt. Donc le comportement qu'on a pu voir hier. Oui, mais on leur demande pas de sortir maintenant. Mais ils comprennent que c'est presque fini. Et non, ils comprennent que c'est presque fini. Mais pourquoi en parler maintenant pour terminer, par rapport à mes propos, on se projette, le gouvernement se projette, j'allais dire, dans l'avenir, mais il essaye aussi d'expliquer que ce déconfinement n'est pas simple, et on le voit d'ailleurs en Chine, où le déconfinement, il se fait région par région. Il y a des régions qui vont rester confinées. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout entre guillemets du déconfinement. On est en plein milieu de la guerre avec des masques qui manquent, des tests qui ne sont pas là, des soignants qui sont absolument débordés dans beaucoup de régions de France. Donc le déconfinement, oui, il va falloir le réussir. Mais ce que dit la Fédération hospitalière, c'est aidez-nous maintenant. Mais vous venez de donner la réponse. Quand on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Non, c'est ce que disent nos auditeurs. Alexia Germont. Je partage pas cette opinion. Je crois que pour pouvoir justement durer sur le long terme, et ça sera long dans le confinement, il faut prendre en compte l'anxiété de certains Français, et peut-être même d'une majorité, sur cette situation totalement atypique qui rebat toutes nos valeurs, toutes les cartes. C'est-à-dire qu'en 15 jours, il a fallu retrouver des mécanismes nouveaux dans nos relations sociales, dans nos relations professionnelles, et je pense que la part psychologique pour pouvoir avoir une population qui tient dans la durée, il faut aussi lui donner des perspectives, sachant qu'on est dans une logique, et c'est là où je vous rejoins Valérie, les Français sont totalement capables de comprendre les choses. Ce qui va définir cette période hors norme, c'est la complexité des analyses qu'il va falloir que l'on intègre. Et en même temps qu'il faut que l'on soit sur du long terme dans le confinement, il faut que les Français puissent aussi se projeter dans un monde d'après qui sera forcément différent, qui sera extrêmement dur. Le Premier ministre l'a dit. Est-ce que c'est le moment, Alexia? Est-ce que c'est le moment aujourd'hui, le 3 avril, le 1er avril, de parler de ça? On peut dire oui, il y aura un déconfinement, oui, ça va être compliqué, mais de rentrer dans les hypothèses du déconfinement qui d'ailleurs font polémique, c'est-à-dire et pourquoi telle région et pourquoi l'âge, et on n'en sait strictement rien. Vous verrez, Valérie, qu'une fois qu'on l'a abordé, c'est pas ça qui va retenir la priorité des discussions, parce qu'on est dans le ici et maintenant. Mais le ici et maintenant ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de la temporalité. Voilà. Et je pense que c'était pour ça que le gouvernement l'a fait, avec plus ou moins de justesse. Mais on revient en fait à quelque chose d'essentiel, qui est la transparence de la communication, parce que c'est intéressant de regarder d'ailleurs par rapport à la crise de 2008 de quelle façon les choses s'étaient organisées, mais de la transparence va naître la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance, pour le coup, notre système est vraiment ébranlé. On va en reparler avec Frédéric Dabi justement sur ce changement de communication à la fois du Premier ministre, du gouvernement. On avait une auditrice, Bénédicte, en ligne. Vous pouvez nous appeler 0800 300 300 0826 300 300. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Écoutez, moi je vous appelle parce que je suis infirmière. Ouais. J'ai été travailler j'avais Covid-19 sans masque parce qu'on n'en a pas. J'ai eu la chance d'avoir une de mes collègues qui avait un masque qui la protégeait.
Donc, j'ai tenu mes patients à distance en leur expliquant que c'était la meilleure chose à faire. Je pense que plutôt que de se rejeter la faute ou se dire qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas, etc., il faut tous retrousser un peu nos manches. Oui, mais c'est ce que vous faites, je pense, c'est ce que font tous les... qui la protège. Ouais. Mais qu'elle a trouvé où, qu'elle a eu où? Ah, je vais pas demander par contre. Ouais. Arrêtez de demander aux gens où ils ont eu ça ou ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça vient de l'hôpital? Est-ce que c'est la question? Ça vient pas de l'hôpital. C'est que beaucoup se débrouillent, voilà, beaucoup. Système D. Mais voilà, c'est ça. Système D. C'est le système D, c'est que chacun se débrouille. Tout le monde doit retrousser ses manches au lieu de rester à flipper chez soi. Pourquoi les gens ne font pas des masques? Et les gens de l'industrie du textile. Bah, c'est ce qu'ils font, beaucoup. Les patrons du MEDEF. Pourquoi ils ne font pas faire des masques à des gens de ces entreprises? Mais c'est ce qu'ils font, Bénédicte. C'est ce qu'a fait la société LVMH en reconditionnant des usines qui fabriquent des vêtements. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Hier, on a eu sur Sud Radio une petite entreprise qui fabrique d'Occitanie, qui fabriquait des voiles de parapente, qui a une quinzaine d'employés et qui a décidé de se mettre à la fabrication de masques. Donc il y a beaucoup d'efforts, sauf qu'il nous faut des milliards de masques. Donc tous ces efforts, bravo, formidable. Sauf que il y a un moment, on attendait aussi que le gouvernement ait passé ses commandes un peu avant. Du gouvernement, c'est ça que vous n'avez pas compris. Pardon, quand même. L'État, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, non? Non, mais écoutez, moi, j'ai été votée pour Macron pour pas avoir Le Pen. Je ne suis pas allée aux élections qui nous ont pondues là, juste avant le confinement. Mais tout le monde peut retrousser ses manches. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont extrêmement angoissés et que vous avez un travail formidable à faire par rapport à eux. Oui. Non, mais il y a une solidarité, vous avez raison. Merci Bénédicte de votre appel. Il y a évidemment... elle n'est pas assez, pour l'instant, elle n'est pas assez présente. Pensez à De Gaulle. Quand même, moi je suis pas d'accord tout à fait avec vous. On va demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent. Oui, mais est-ce que... Oui. Les patrons du textile, où sont-ils à part ceux qui font quelque chose? Ils sont là. Il y en a plein qui se sont mis, qui se sont dressés. Moi, je sais pas. On va demander à nos auditeurs, à nos auditeurs et puis aux débatteurs ce qu'ils en pensent. Je veux dire, est-ce que c'est oui, il y a la solidarité qui fonctionne, il y a un nombre insensé d'entreprises qui se sont mises à fabriquer des masques, il y a des particuliers, mais où sont quand même les masques que le gouvernement aurait dû commander il y a très longtemps? On va y revenir dans un instant, on marque une petite pause. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Frédéric Dabi, Alexia Germont, Alexis Bachet et Najwa El Haïté. Un mot peut-être pour répondre à cette auditrice. Il y a beaucoup de réactions sur Facebook qui nous disent il y a des entreprises qui vendent leurs masques 12 €, c'est pas terrible. Il y en a qui donnent, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aussi l'homologation. C'était quand même à l'État d'anticiper, non? On va pas refaire 150 fois le débat, mais un mot là-dessus. Non, mais par rapport à ça, une information, la totalité de la production des masques a été réquisitionnée par l'État depuis le 4 mars, avant que l'OMS déclare que l'on soit en pandémie. Après, bien sûr, il y a une pénurie, mais il y a une pénurie parce que en termes de stockage stratégique, eh bien, la France disposait que de 130 millions de masques, donc bien insuffisant pour faire face à la crise. Et aujourd'hui, cette pandémie nécessite 45 millions de masques par semaine. Et donc, il faut positiver, j'allais dire, parce que c'est vrai, à dire on n'a pas de masque, bien sûr qu'on n'en a pas, mais il faut positiver. Là, le gouvernement déploie tous les moyens pour faire face à cette pénurie, notamment la mise en place d'un pont aérien entre la Chine et la France et une commande de 1 milliard, où là, vous avez 4 rotations par semaine, où vous avez 10 millions de masques par semaine qui vont arriver. Vous évoquiez aussi... ça fait un moment qu'on les attend. Hein. Je vous rappelle quand même, ça fait 15 jours qu'on nous dit qu'ils vont arriver. Oui, il y a 10 millions de masques qui sont arrivés avant-hier, en France, en venant de la Chine.
Oui, mais vous l'avez dit, il en faut combien? 45 millions par semaine. Voilà, 45 millions de masques par semaine. Là, je fais un calcul. Vous avez donc 4 rotations par semaine, donc 10 millions par semaine de masques qui vont arriver. Donc 4 fois 10, ça fait 40 millions de masques qui devraient arriver normalement par ce pont aérien Chine-France. Vous avez aussi, et vous l'évoquez justement, des entreprises françaises. Bon, pas en nombre suffisant parce que nous avons délocalisé la production de ces masques conformément à une division internationale et européenne du travail, donc ça on y reviendra. Mais vous avez 4 entreprises françaises qui produisent 15 millions de masques actuellement par semaine et donc qui annoncent 40 millions par semaine d'ici avril. Donc là, quand même, il y a une lueur d'espoir pour que cette pénurie, eh bien, on en vienne à bout. Oui, enfin, ce qui est compliqué, ce qui est compliqué pour le gouvernement, c'est que à la fois il hérite d'une situation sur laquelle l'ensemble des gouvernements précédents n'ont pas brillé. Ils sont responsables parce que ça a commencé en 2013 sous François Hollande. Après, vous avez eu des propositions des LR également qui étaient de réduire les moyens donnés à l'hôpital public. Donc voilà, on hérite aussi d'une situation laissée par ces dernières années. Et puis, à partir du moment où ils prennent conscience, alors, dans l'après-monde, on verra aussi s'ils ont pris conscience assez tôt, sachant que chaque jour compte, finalement. Et ce sera pour après. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer quand même, c'est, je trouve, la solidarité nationale dont ont fait preuve les entreprises qui ont eu à cœur de se réorganiser pour pouvoir soit faire des masques, soit être très ingénieux, y compris avec des sous-traitants automobiles capables de faire des pièces pour des respirateurs. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une mobilisation, pour le coup, comme dans une industrie de guerre, hein, pour le coup, une industrie qui doit se mettre au service de l'intérêt national. Voilà, donc on ne fait jamais après. On va pas refaire. Ouais. On ne fait jamais assez, mais on fera le point après. Je voudrais simplement préciser j'aimerais bien dire quelque chose, s'il vous plaît. Oui, alors allez-y, oui. Frédéric Dabi. Vos invités EES ont plus de paroles que les invités ES, si je puis dire. C'est vrai, on est très poli. Je suis frappé comme dans le... Pour une fois, d'ailleurs. Voilà, c'est une très très bonne chose, vous avez raison. Non, je suis frappé de voir à quel point dans le discours des Français, la question des masques est absolument centrale. C'est le sujet dont les Français ont le plus parlé dans notre baromètre fiducial pour Sud Radio, avec bien sûr l'épidémie et le confinement, à quel point sur notre suivi hebdomadaire sur la question des moyens insuffisants donnés aux infrastructures et professionnels, la question des masques sort de manière massive, avec l'idée que la réponse du gouvernement à cette épidémie, c'est adapter à cette pénurie de masques. Il n'y a pas de masques, donc c'est pas la peine d'emporter. C'est cette équation que les Français font de manière massive. Maintenant, je rappellerai en sortant des sondages que la question de la pénurie des masques n'est pas un problème français. C'est un problème européen. En Italie et en Espagne, il y a le même problème, et un problème mondial, puisque aux États-Unis, on voit que même dans des hôpitaux privés, les fameux Sinnar-Sedai, on a une pénurie de masques parce que on a délocalisé les productions nationales. C'est pas qu'un problème français, c'est un problème mondial. Alors, je voudrais qu'on dise quelques mots quand même de la communication du gouvernement qui a changé. Frédéric Dabi, vous qui êtes spécialiste de cela, hier le Premier ministre a répondu plusieurs fois « je ne sais pas ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change de braquet et que on essaye d'être plus transparent? Oui, je pense que le tournant n'a pas été amorcé hier, Valérie, mais samedi dernier. On est passé d'une communication souvent jugée péremptoire dans nos enquêtes, illustrée par la porte-parole Sibeth Ndiaye, à une communication plus modeste, plus transparente, qui rappelle un peu les causeries au coin du feu de Roosevelt au moment d'une grande crise, économique. Là, c'est vrai que je ne sais pas si les Français vont être, inquiets d'un discours qui est je ne sais pas, puisqu'ils ont conscience, on le voit dans nos enquêtes, que on est sur de l'inédit, on est sur de l'inouï. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu dans notre enquête d'hier, une sorte de frémissement sur le sentiment que le gouvernement communique bien, informe bien sur cette crise, mais
il y a un véritable passif que je viens de citer, l'anticipation insuffisante et surtout, comme je le disais sur l'hôpital, cette crise qui a révélé la situation catastrophique des hôpitaux français. Si je peux ajouter un mot, Valérie, je pense qu'on peut saluer quand même l'effort de modestie d'Édouard Philippe, parce que je pense qu'il vaut mieux, quand on est un responsable politique de premier plan ou membre d'un gouvernement, dire je ne sais pas plutôt que de raconter des inepties sanitaires. Quand on ne sait pas, quand on n'est pas capable de fournir suffisamment de masques pour protéger sa population, il vaut mieux dire aux gens nous n'avons pas de masques, restez chez vous, que de dire aux gens ça ne sert à rien de porter des masques, ça ne protège pas, alors que tous les soignants et tous les spécialistes épidémiologiques disent que la première protection par rapport au virus, ça serait effectivement de doter tout le monde d'un masque. Donc ça, maintenant, je crois que c'est une vérité établie. Donc on peut saluer cet effort du Premier ministre de se tourner vers un peu plus de modestie et de pédagogie, de dire que oui, par rapport à un certain nombre de difficultés, le gouvernement ne sait pas toujours répondre ou est obligé de compter sur le temps. Parce que sur l'affaire des masques, il y a une mobilisation qui s'est engagée aujourd'hui, elle est incontestable, mais simplement le temps de les fabriquer ou de les faire venir de Chine, ça prend du temps. Et c'est pas du temps en heures, c'est du temps en jours et en semaines. Et vous aurez exactement le même débat sur les tests. Car aujourd'hui, il faut savoir qu'en Allemagne, ils vont être capables de tester 500 000 personnes par semaine, alors qu'en France, aujourd'hui, on est à moins de 100 000. Et donc, les pays qui seront en capacité de tester massivement leur population sont ceux qui pourront se déconfiner le plus rapidement. Et donc, il y aura aussi, après la bataille des masques, la bataille des tests et de produire et de fournir et en grande quantité, pas seulement au personnel soignant, évidemment au personnel soignant, mais aussi à la population, des tests qui permettront de savoir effectivement si on peut aller vers un déconfinement général. Donc, c'est aussi dans ce contexte-là. Je veux dire, c'est aussi dans ce contexte-là que, effectivement, le gouvernement doit parfois faire preuve d'humilité et ne pas avoir le ton systématiquement péremptoire, comme le disait Frédéric Dabi, donner l'impression d'avoir réponse à tout et surtout que tout a été parfait, alors que les Français savent très bien. Et puis là, on s'engage dans la bagarre, dans la bataille des tests, parce qu'on voit ce que l'Allemagne est capable de faire par rapport à ce que fait la France. Je crois qu'ils en sont à 5 ou 6 fois plus de tests par jour que les Français. C'est ce que je viens de vous dire, Valérie. Par rapport à l'Allemagne, c'est vrai que souvent, c'est Najwa El Haïty, souvent on parle de l'Allemagne comme un modèle. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas adopté des mesures généralisées de confinement parce que, comme vous le disiez Valérie, ils disposent de tests de dépistage en nombre suffisant. Mais pourquoi? Parce que l'Allemagne, contrairement à d'autres, donc contrairement à la France, ils disposent de fabricants nationaux de tests en nombre suffisant, donc ce qui permet d'être autonome dans leur production. Mais malgré tout, et c'est ça que je voulais souligner, malgré tout, le ministre fédéral de la Santé, il garde bien de tout triomphalisme parce que il dit attention, on n'est pas à l'abri dans nos hôpitaux d'un tsunami au regard de notre population qui est vieillissante. Donc, et en plus... Là, vous êtes sur la ligne du président, du Premier ministre, qui dit en gros les Allemands sont des menteurs et les Italiens des incapables. C'est un petit peu ce qui a été dit l'autre fois. Je ne cite pas, attendez, je ne dis pas ça. Je cite le ministre de la Santé allemand. Lui-même dit c'est très bien, donc on a fait nos tests, on a dépisté majoritairement la population, néanmoins, lui aussi fait preuve d'humilité en disant on n'est pas à l'abri d'un tsunami par rapport au fait que nous avons une population qui est vieillissante par rapport à d'autres pays européens. Et puis notre personnel... Alors il va falloir s'arrêter, Najwa. Najwa, il va falloir s'arrêter parce que c'est la fin de l'émission. Merci à tous les quatre. Frédéric Dabi, le prochain sondage, c'est quand ? La semaine prochaine, en principe, la prochaine balise IFOP fiduciaire pour Sud Radio et CNews. Très bien, merci, pardon de vous avoir coupé brutalement, Najwa El Haïty. Merci à tous les quatre, merci auditeurs de Sud Radio, bon week-end, restez chez vous, ne sortez pas, c'est le meilleur moyen d'aider nos soignants. Merci à vous et dans un instant, c'est André Berk.